On dit que l'histoire est racontée par les vainqueurs. On oublie de dire qu'elle est réécrite avec le temps, transformée par les livres et réinventée par ceux qui ne l'ont jamais vécue. On entre en franc-maçonnerie par cooptation en étant parrainé par un maître. On peut postuler soi-même également. Chaque postulant rencontre le vénérable maître. Puis a lieu le passage sous le bandeau. Le profane entre les yeux bandés pour ne pas reconnaître les francs-maçons qui doivent statuer sur son admission au cas où il serait blackboulé, c'est-à-dire si les boules noires, les votes contre, surpassent en quantité les boules blanches, en faveur de son admission dans la loge. Les francs-maçons se sentent tous égaux indépendamment de leur grade ou de leur responsabilité. Les décisions sont prises de façon démocratique à l'intérieur d'une loge. Une loge est encadrée par les 5 lumières. Le vénérable maître en chair ou chef dirigeant de loge, le premier et second surveillant, l'orateur dans le rite d'origine français et le secrétaire. Il existe d'autres officiers occupant des fonctions spécifiques. Celles-ci n'ont aucun rapport avec le grade ou le degré, hormis qu'il faille être maître depuis 2 ou 3 ans. Les officiers sont généralement élus chaque année par la loge. Suivant les loges, les fonctions sont reconductibles 2 ou 3 ans. Les loges sont regroupées dans une obédience, une structure plus importante, la Grande Loge, appelée également Grand Orient, qui doit être elle-même adoptée et reconnue par de grandes loges plus anciennes. Tout est organisé de façon hiérarchique et pyramidale. On ne sait pas exactement depuis quand il existe des loges maçonniques indépendantes. Certains disent plus de 1000 ans, d'autres environ 300 ans. La première grande loge est celle d'Angleterre qui, en 1717, regroupe les 4 loges anglaises existantes. Les loges de Saint-Jean, allemandes, sont toutes dépendantes de la grande loge anglaise. Le Grand Orient est né en France en 1773, c'est la deuxième grande obédience de la franc-maçonnerie. Aujourd'hui, la franc-maçonnerie est divisée en 2 branches principales, la Grande Loge unie d'Angleterre et le Grand Orient de France. C'est aux États-Unis qu'il y a le plus de frères, environ 2 millions, puis viennent l'Angleterre, la France et les pays scandinaves. Les discussions polémiques sur la politique ou les religions sont interdites. Les règles de la maçonnerie précisent que les frères ne doivent rien dire ou entreprendre qui puisse blesser ou perturber la communication libre. Cela aurait un effet négatif sur notre concorde et nuira à l'objectif que nous poursuivons. Il ne peut y avoir de conflits personnels et encore moins de disputes sur la religion, la politique ou la nation. Celui qui atteint le grade de maître peut continuer à évoluer et se tourner vers les hauts grades pour approfondir les enseignements reçus. Il n'y a qu'une partie des francs-maçons qui se décident à accéder aux hauts grades. Les hauts grades du rite écossais vont du 4e au 33e degré. Les rites écossais est l'obédience qui compte le plus de maçons de haut grade. On les appelle grades spéculatifs, c'est-à-dire philosophiques, car il n'y est fait aucune allusion à la Bible ni au fait d'être chrétien. Le rite d'York, par contre, est tourné vers le christianisme. Il se réfère à la ville d'York, où le roi Athelstan, surnommé le Glorieux, selon la légende, aurait créé la première loge maçonnique en 928. Le père fondateur en est Thomas Smith Webb, 1771-1819. Le rite d'York comprend 10 degrés, appelés degrés du temple. On y perpétue les traditions des rituels de chevalerie qui font référence à la Trinité chrétienne. Le rite d'York est majoritaire aux États-Unis. Le rite écossais n'a aucun rapport avec l'Écosse, son étymologie grecque scotus voulant dire sombre. Un haut grade ne dévoile jamais son rang à un frère de grade inférieur. En France, le Grand Orient est un système particulier strictement laïque. La communication entre frères de grade inférieur du Grand Orient et du rite écossais est interdite.
Les représentants des degrés supérieurs peuvent par contre communiquer. Je vous ai présenté en résumé le système des hauts grades pour que vous puissiez comprendre ce qui va suivre. De nombreux francs-maçons célèbres se sont engagés pour leur idéal de fraternité, de liberté, d'égalité, de justice et d'indépendance pour les droits du citoyen et contre l'esclavage. Ils ont été nombreux à participer à des révolutions et à des mouvements de libération qu'ils ont souvent amorcés eux-mêmes. Les écrits maçonniques en témoignent. La Révolution française de 1789 est principalement l'œuvre des francs-maçons. La majorité des grands hommes de cette époque étaient francs-maçons. Ils ont été également à l'origine des révolutions de 1830 et de 1848. Tous les bouleversements politiques de l'Italie du XIXe siècle, à partir de 1822, sont imputables à la fraternité. Les Carbonari ne sont-ils pas leurs héritiers? Si leur constitution préconise une soumission pacifique aux lois des États, c'est principalement pour endormir les tyrans. Journal maçonnique de Leipzig, 24 décembre 1864. Les présidents français, depuis Patrice de MacMahon, ont tous été francs-maçons actifs, ainsi que les ministres et tous ceux qui avaient des postes de responsabilité. Dans l'ensemble, pour obtenir un poste important dans la République, il faut être coopté par une loge. Sur les pas de la franc-maçonnerie internationale, contribution à l'histoire du présent, travail sur la base des rapports de presse et de mensonges étrangers. Berlin, tirage spécial, 1917-1931, à la page 7. Nicolas Sarkozy et Xavier Bertrand sont des francs-maçons. Sarkozy énonçait ce qui suit dans un discours à Riyad, en Arabie Saoudite, en janvier 2008. « J'ai le devoir de garantir à tout à chacun, qu'il soit juif, catholique, protestant, musulman, athée, franc-maçon ou rationaliste, le bonheur de vivre en France, de se sentir libre et d'y être reconnu pour ses valeurs et ses racines. » Depuis peu, le président français ajoute 3 petits points à sa signature qui sont, selon Joseph Schauberg, un écrivain franc-maçon, une abréviation maçonnique. Il explique: le chiffre 3 s'est imposé en relation avec la Trinité chrétienne, avec les 3 mondes, le ciel, la terre et les enfers. Le chiffre 3 est le chiffre saint parmi tous. Il ordonne et guérit. Êtes-vous surpris? Les États-Unis sont un produit de la maçonnerie. La Statue de la Liberté est un cadeau de la loge française à la loge américaine. Les pères fondateurs de ce grand pays, ainsi que la majorité de ses présidents, étaient francs-maçons. Benjamin Franklin, George Washington, Thomas Jefferson, 33e degré, James Madison, James Monroe, Andrew Jackson, James Polk, James Buchanan, Andrew Jackson, 32e degré et grand maître, James Garfield, William McKinley, Theodore Roosevelt, William Taft, Warren Harding, 32e degré, Franklin Delano Roosevelt, 32e degré, Harris Truman, 33e degré et grand maître, Edwin Eisenhower, John Fitzgerald Kennedy, Lyndon Johnson, premier, Richard Nixon, Gerald Ford, 33e degré, James Jimmy Carter, Ronald W. Reagan, 33e degré, George W. Bush Sr. et son fils George W. Bush. Voici une liste non exhaustive des francs-maçons célèbres. Buzz Aldrin Jr., astronaute, Louis Armstrong, Simon Bolivar, Richard Byrd, Marc Chagall, Winston Churchill, André Citroën, Leroy Gordon, dit Gordo, Cooper, un astronaute, Charles Dickens, Benjamin Disraeli, Arthur Conan Doyle, Johann Gottlieb Fichte, Henry Ford, François Ier, empereur d'Autriche, Frédéric II, roi de Prusse, Frédéric III, Giuseppe Garibaldi, André Gide, John Glenn, astronaute, Johann Wolfgang von Goethe, Jacob et Wilhelm Grimm, Guillaume Ier, empereur allemand, Joseph Haydn,
Heinrich Heine, Johann Gottfried von Herder, Charles Hilton, Edgar J. Hoover, chef du FBI, Victor Hugo, Alexander von Humboldt, Mustafa Kemal Atatürk, le père des Turcs, Adolf von Nigg, Gotthold Ephraim Lessing, Charles Lindbergh, Franz Liszt, Wolfgang Amadeus Mozart, Karl von Ossietzky, le prince Philippe, le duc d'Édimbourg, James Rothschild, Heinrich Schliemann, Gustav Stresemann, Léon Tolstoï, comte Liv Nikolaïevitch Tolstoï, Kurt Tucholsky, Mark Twain, Voltaire, John Wayne et Oscar Wilde. Or, il y en a beaucoup d'autres. Ce que la franc-maçonnerie cache au public. En résumé, l'objectif principal des francs-maçons serait un monde apaisé et une fédération mondiale des États, le gouvernement mondial. Les maçons sont à l'origine de la Société des Nations et de l'Organisation des Nations Unies. La Société des Nations est un concept de francs-maçons. C'est en pleine guerre mondiale que des représentants de plusieurs pays se sont réunis pour réfléchir à la création d'une Ligue des Nations qui serait capable d'empêcher de nouveaux génocides. C'est un des acquis importants de la maçonnerie. Eugène Leneuf, Journal viennois des francs-maçons, numéro 6 de juin 1927, page 14. Si nous voulons évoluer en tant que francs-maçons, nous devons reconnaître que nous sommes plus des chrétiens, mais des francs-maçons, ni plus ni moins. Nous devons concentrer nos forces sur ce dont l'humanité a besoin, une grande fédération de l'humanité. M.J. Conrad, l'usine sidérurgique de construction, Leipzig, 1874. Au Congrès international de la franc-maçonnerie des 16 et 17 juillet 1889, on a décrété que l'objectif à atteindre était la création d'une république mondiale. La franc-maçonnerie est appelée à être le porte-voix de la volonté du peuple souverain et à modeler l'histoire des pays et de l'humanité dans son ensemble. Ce congrès a permis d'exprimer l'espoir de voir s'effondrer les monarchies européennes. C'est ce jour que nous attendons et il approche, une république mondiale. Dans le Mecklenburger, Longuetblad, feuille de mensonge de Mecklenburger, 1889, page 197. Mes frères, en l'an 1000, l'ancien monde, plein de superstitions, pensait que sa fin était proche. Il s'est avéré que sa domination ne faisait que commencer. Son combat contre la mort a débuté en 1789. Un siècle plus tard, nous vous avons invités, chers frères, à être les témoins de ces dernières convulsions et en même temps à contempler l'aube d'un nouveau monde qui annonce notre vision du monde. C'est le monde du travail, de la science, de la justice et de la paix. Nous sommes les meilleurs prophètes que nos adversaires et nous leur disons. L'an 2000 marquera assurément la fin de votre monde. Les signes apparaissent de jour en jour. C'est la révolution sociale qui portera le coup de grâce à notre adversaire commun, comme elle a enterré les tyrannies de l'Europe et du reste du monde. Henri Heine l'avait prévu en 1835, avec son regard visionnaire. Vous pourrez assister bientôt à la chute de nos voisins, en comparaison de laquelle votre révolution n'était qu'un jeu d'enfant. Le jour viendra où les peuples, qui n'ont pas eu de XVIIIe siècle ni de 1789, verront l'effondrement des monarchies et des religions. Ce jour est proche, nous l'attendons tous. Tous les déshérités pourront s'émanciper, les injustices seront réparées, les privilèges abolis, les provinces violentées, l'Alsace-Lorraine, la Pologne, la Galicie et d'autres retrouveront le droit à l'autodétermination. Les grandes loges et les grands orients du monde entier s'uniront dans un élan de fraternité universelle. Les schismes et les frontières qui séparent les francs-maçons auront disparu. C'est cela l'idéal resplendissant de notre avenir.
Notre devoir est de tout faire pour que ce jour de fraternisation universelle vienne le plus tôt possible. Nous avons besoin d'un cri de rassemblement universel pour symboliser cet idéal à venir. Notre Marseillaise nous a donné la solution. Aux armes contre toutes les tyrannies. Gustave Francolin, au Congrès maçonnique international du centenaire 1789-1889 à Paris.